Être un conteur, c'est, je crois, être d'abord porteur d'histoire. L'idée m'est venue progressivement au fil du temps. Je crois qu'en tant qu'enseignante, j'ai toujours cherché comme un leitmotiv à trouver une autre relation avec les élèves que juste celle du discours mathématique. Parce qu'on sait que certains ont peur des mathématiques et que voilà, c'est quelque chose qui est par essence parfois castrateur. Et donc j'ai travaillé sur différentes choses avant. Je faisais par exemple des initiations aux échecs, des clubs d'échecs. Et le jour où j'ai rencontré le conte, je crois que ça a été une révélation et je me suis dit, c'est ça l'outil. Et pendant un temps, je faisais mes cours de maths et puis à côté, je faisais des ateliers contes. Et puis c'est vrai que peu à peu, lors de séances, par exemple, juste avant les fêtes de Noël ou les dernières séances avant les vacances, je me donnais l'autorisation de raconter un peu pour mes élèves. D'autre part, il existe des petites histoires mathématiques que l'on peut raconter ou qui se racontent entre mathématiciens, des histoires de logique ou des histoires de calcul, par exemple comme la légende du jeu d'échecs. Et je les racontais progressivement à mes élèves. Et c'est vrai que c'était porteur parce qu'ils étaient demandeurs et que je voyais que quand je racontais, ça changeait leur façon d'écouter, mais ça changeait au-delà aussi leur façon de chercher et d'accéder aux résultats. Donc j'ai mêlé les deux de plus en plus. Et puis, dans le même temps, ce travail-là agissait aussi sur moi. Parce que quand j'ai arrêté de faire des maths pendant 5 ans et j'ai repris mes études après pour passer à nouveau le concours, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas tant de frontières que ça, que quelque part il y avait une disposition d'esprit qui était la même quand on abordait un conte merveilleux et quand on abordait un problème de mathématiques. Et je pense que c'est cette disposition d'esprit qui m'a permis de travailler les maths, mais de façon différente, avec davantage de recul. Quand je me présente professionnellement à des personnes, je commence par leur dire que je suis professeure de mathématiques. Et puis assez rapidement dans la discussion, je dis que je m'intéresse aussi au conte, à la littérature orale et que j'ai envie de mener des projets avec les élèves autour du conte. Et parfois en face de moi, il y a un temps d'arrêt, mais vous êtes bien un professeur de mathématiques? Je réponds oui, mais j'ai 2 cerveaux. Un cerveau droit et un cerveau gauche. Le cerveau droit plus vers la rigueur et la logique, et puis un cerveau gauche plus vers l'imaginaire. Et c'est important pour moi, je revendique d'ailleurs ces deux aspects, celui de la rigueur et celui de l'imaginaire. Quand on observe les activités du cerveau, on se rend compte que les activités langagières et les activités de logique vont activer la même partie du cerveau. C'est la même chose qui se passe. Par contre, les activités qu'on va dire purement mathématiques, les activités de calcul, elles vont activer une autre partie du cerveau. Donc finalement, raconter une histoire pour faire des maths, c'est aller chercher une partie du cerveau, aller chercher une activité langagière pour aller vers une activité de calcul tout en se basant sur la logique. Et le langage est logique. Déjà, en fait, pour moi, il n'y a pas 2 personnes différentes. Moi, je suis toujours moi, que je sois prof ou que je sois conteuse. Simplement, je crois que le conte va réveiller en moi l'enfant intérieur. Quant aux élèves, eux, la première personne qu'ils voient, s'il y en a 2, mais ils voient d'abord la prof. Et en fait, ils vont découvrir la conteuse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais être amenée à introduire d'autres choses, à introduire des histoires avec eux. Et à ce moment-là, eux, ils découvrent une autre facette de leur prof de maths. Ils découvrent les contes et en même temps, ils découvrent la conteuse.
Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Mais les deux sont présents. Et quand tu redeviens prof après avoir été conteuse, il n'y a pas de difficulté. Tu enchaînes les deux attitudes. Mais pourquoi il n'y a pas deux attitudes? Il n'y a pas deux attitudes. Et puis je crois que pour les élèves, c'est très clair. Il y a le temps du conte, où on est d'abord déstructuré, on s'assoit en cercle, ils n'ont pas le même droit à la parole, ils le savent. Et j'ai pas la même tolérance vis-à-vis de leur comportement non plus. Et puis il y a le temps où voilà, je leur dis ok, maintenant on refait des maths et on reprend la structure de la classe et on se lance dans un problème mathématique. Ça se fait tout seul en fait. Ils sont, je crois que les jeunes sont beaucoup plus, ont une finesse extraordinaire par rapport aux différentes propositions qu'on peut leur faire et le fait de se montrer à eux sous des jours multiples, finalement ça les autorise eux aussi à être multiples. Quelle réaction suscite un projet comme celui-là de la part des autres professeurs de maths? Plutôt des réactions positives. Je pense qu'en réalité, les gens qui font des maths, donc les professeurs de maths, comme les autres, ont une ouverture forte sur l'imaginaire et sur les images mentales. Je crois que c'est ça qui fondamentalement pousse les gens à faire des maths et à avoir envie de faire aimer les maths. Et quand ils entendent parler d'un projet comme ça, ils sont plutôt à l'écoute, ils sont plutôt bienveillants. Et même s'ils n'adhèrent pas, c'est-à-dire si eux ne veulent pas pratiquer ça, ils sont plutôt dans une attitude positive. Deux hommes partent en randonnée. Chacun d'eux amène de quoi manger. Le premier amène 2 pains et le deuxième amène 3 pains. Les deux hommes marchent, midi arrive, ils s'arrêtent sous un arbre pour partager leur repas. Et à ce moment-là arrive un troisième homme qui leur explique que lui, il était parti pour une petite promenade d'1 heure le matin, qu'il s'était égaré, qu'il avait encore un long chemin à faire, mais qu'il n'avait rien prévu pour manger. Les deux hommes l'invitent à s'asseoir et partagent leurs provisions avec lui. Le repas terminé, au moment de s'en aller, le troisième se lève et leur dit « Écoutez, j'ai rien à vous donner, mais j'ai sur moi 5 €. Tenez, je vous les donne, partagez-les. » Le troisième homme s'éloigne et les deux reprennent leur chemin, tout en discutant et en se disputant. Parce que celui qui avait les 3 pains dit à son ami « Hey, mais moi j'avais 3 pains, toi tu en avais 2, c'est donc 3 € pour moi et 2 pour toi. » Mais l'autre lui dit « Pas question. Il nous a dit de partager. Un partage, c'est 2,50 € pour toi et 2,50 € pour moi. » Les deux continuent leur chemin et arrivent comme ça dans une petite ville. Et dans cette ville, sur une petite place, au bord d'une fontaine, un jeune garçon les interroge et leur demande la raison d'une discussion si animée. Et quand les deux lui expliquent, le garçon leur dit « Mais vous avez tort tous les deux. Ça n'est ni 3 € pour l'un et 2 € pour l'autre, ni 2,50 € chacun. Saurez-vous me dire, vous, quel est le bon partage ? » Comment ont-ils fait pour partager finalement les 5 pains en 3 ? L'une des possibilités est de couper chacun des pains en 3 parties. À ce moment-là, ça fait 15 parties. Ce qui signifie que chacun des 3 hommes, pour que le partage soit équitable, doit prendre 5 parties. Celui qui avait les 2 pains se trouve donc avec 6 morceaux de pain. Il en prend 5 pour lui et en donne une à l'invité. Et celui qui avait les 3 pains se retrouve avec 9 morceaux de pain. Il en prend 5 pour lui et en donne 4 à l'invité. Celui qui avait les 3 pains a donc donné 4 morceaux. Celui qui avait les 2 pains n'en a donné qu'un. Le partage juste est donc 4 € pour celui qui avait les 3 pains et 1 € pour celui qui avait les 2 pains. Y aurait-il des comptes mathématiques? Ça dépend ce qu'on entend par compte mathématique.
Il y a des gens qui parlent de contes mathématiques où ils racontent en fait les mathématiques, l'histoire des maths, comment elles peuvent être vues. Après, il y a des histoires, ne serait-ce que par exemple les randonnées, où il s'agit finalement d'accumuler des choses et de sans arrêt les compter, les lister et les recompter. Dans l'étymologie, le compte C-O-N-T-E et le fait de compter C-O-M-P-T-E, c'est la même racine. C'est le fait de chercher le nombre. Et donc, effectivement, c'est lié. Donc, il peut y avoir des comptes mathématiques. Après, il y a des histoires qui se racontent. Moi, il y en a une qui circule toujours, et moi, je la tiens de mon grand-père, où effectivement, on raconte un problème à l'oral, et le fait de le raconter à l'oral, finalement, peut induire, par exemple, dans l'histoire dont je parle, un calcul qui donne une solution fausse, et où c'est le discernement qui est en jeu pour trouver l'erreur ou pour trouver la solution. Donc finalement, ces comptes mathématiques, ils ont à voir et avec le compte et avec la logique mathématique. Donc on peut les qualifier de comptes mathématiques, oui. Et quand tu vas choisir des comptes, tu les choisis selon quels critères? Pour les utiliser en mathématiques? Alors il y en a déjà qui circulent dans des livres de maths. Donc ils sont clairement répertoriés comme ça. Et puis après c'est beaucoup l'expérience de tenter, de réfléchir. Ou peut-être que quand je lis une histoire, il y a aussi quelque part des fois le prof de maths qui est en éveil et qui se dit tiens, ça va pouvoir me servir. Alors quand tu dis ça, ce serait quoi? Pourquoi ça plutôt que ça? Pourquoi ce compte-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'il y a dans une sorte d'histoire qu'il n'y aurait pas dans les autres et que tu te dises ah bah je peux l'utiliser? C'est quand il y a une question qui est posée, c'est quand il y a une énigme qui est posée. C'est quand on va faire appel, d'abord il y a une espèce d'interaction où on va faire pouvoir rentrer l'auditoire en action et le public en action. Et puis déjà le discernement et la logique du langage sont en jeu. Tu ne transformes pas un conte pour en faire un conte mathématique. Alors oui et non, parce que dans les contes que j'ai utilisés avec les élèves, dans le conte d'origine, ce sont des énigmes qui sont posées, mais qui ne sont pas des énigmes mathématiques. Et dans ce travail-là, je l'ai fait progressivement. Donc la première énigme, qui est souvent une énigme littéraire, par exemple, c'est une forêt de 100 arbres. Sur chaque arbre, il y a 12 branches. Sur chaque branche, il y a 4 rameaux. Sur chaque rameau, il y a 7 feuilles blanches et 7 feuilles noires. De quoi est-ce que je suis en train de parler? C'est du siècle. Donc en même temps, il y a des nombres dedans, mais ce n'est pas encore vraiment un problème mathématique. Donc pour la première énigme qui est posée au héros, je laisse cette structure-là, et puis pour les autres, je dévie progressivement vers des problèmes plus mathématiques. Mais je garde la structure du conte merveilleux telle qu'elle est. Et alors donc, est-ce que toi tu inventes tes contes avec dedans des problèmes? Non. Ou tu n'utilises que des contes existants? J'utilise que des contes existants, que je modifie un peu pour y mettre un problème de mathématiques à l'intérieur. Je ne fais pas ce travail d'invention des contes. Il était une fois dans le désert un homme qui avait 3 fils. Cet homme-là, d'autre part, possédait 17 chameaux. Comme il sentait sa fin arriver, il avait rédigé son testament. À sa mort, les 3 fils lisent le document. À l'aîné, je souhaite donner la moitié de mes chameaux. À mon deuxième, je donne le tiers de mes chameaux. Et au 3e de mes fils, je donne 1/9 de mes chameaux. Les 3 garçons s'interrogent. Mais 17 chameaux, ça ne peut pas se partager en 2, ça ne peut pas se partager en 3, ça ne peut pas se partager en 9. Comment faire? L'histoire dit que c'est un marchand qui passait par là, qui leur a donné la solution en leur prêtant un chameau. Les 3 fils étaient alors en possession de 18 chameaux. Le premier en a pris la moitié, c'est-à-dire 9.
Le deuxième en a pris le tiers, c'est-à-dire 6. Et le troisième en a pris un neuvième, c'est-à-dire 2. Mais si nous recomptons à présent, le premier en a 9, le deuxième en a 6. 9 et 6, ça fait 15. Le troisième en a 2, 15 et 2, ça fait 17. Il reste un chameau. Eh bien, c'est le chameau que les 3 frères ont rendu au marchand, qui a pu continuer son chemin. Mais par exemple, le problème des 7 maisons où il y a 7 chats, chaque chat a mangé 7 souris, chaque souris a mangé 7 mesures de blé, chaque mesure de blé aurait rapporté 7 sacs de blé, c'est un problème qui est très ancien et qu'on trouve sous une forme un petit peu différente, mais on le trouve dans le papyrus de Rhind, qui est un des premiers papyrus qui nous ont permis de comprendre un tout petit peu quelles étaient les mathématiques de l'Égypte et de la Mésopotamie. C'était quoi les lignes déjà? Non, ça c'est les maisons, les maisons. Attends. Ça c'est les souris. Ouais. Ça c'est les chats. Attends, à graines. Et ça c'est les stacks de graines. Ils sont greffés. Très bien. Voilà, donc est-ce que c'est ça? 16 000, mais c'est ça. Alors, dis-moi comment tu as fait. Donc déjà on a multiplié 49 fois 7. Oui. Parce qu'on a trouvé 7 fois 7. Après on a vérifié. Ça fait 343, donc 343 fois 7. Et après on a continué à la calculette. 343 fois 7. Ouais, non. Après c'était combien? 16 000. Voilà. Et après fois 7. Je suis comme ça. T'as trouvé, montre-moi. Mais c'est pas ça, il faut que tu continues les calculs. D'accord, là t'as fini. Quand les adolescents arrivent, ils n'arrivent pas avec rien dans la tête. Ils arrivent avec un tas de choses, un tas de passés, ils arrivent avec leur histoire familiale, ils arrivent avec ce qui s'est passé le matin, ils arrivent avec la dispute avec le frère, avec la sœur, avec la mère, avec le grand frère qui les a, ou le grand du collège qui les a bousculés ou tiraillés dans les couloirs. Et tout ça, ça laisse pas de place pour écouter, pour apprendre autre chose. Ils arrivent avec plein d'émotions, plein de sentiments, avec un corps qui grandit trop vite, avec des premières émotions amoureuses. Et tout ça, c'est un frein aux apprentissages. Et quand on apporte une parole de conteur, quand on apporte une parole de conte là-dessus, le conte va permettre d'apaiser tout ça, toutes ces images, toutes ces émotions, et en même temps de mettre des mots sur des choses que peut-être qu'ils ne savent pas dire. On dit parfois que le conte a ce pouvoir de nommer l'innommable. Et donc du coup, on apparaît comme quelqu'un qui est dit de confiance parce que finalement on leur dit, à travers le conte, eh ben, tu vois toutes les violences que tu portes en toi, toute ta colère, toutes tes émotions, toutes tes angoisses, toutes tes déceptions, ben, je les connais. Et même je peux t'en parler à travers cette histoire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une sorte de magie qui opère, d'alchimie qui se fait, et peut-être qu'ils se disent que oui, effectivement, ils peuvent nous suivre sur les chemins de l'apprentissage, parce que apprendre, c'est un chemin, c'est quelque chose qui est long, qui est difficile, où il y a des épreuves, où il y a des obstacles, parce qu'ils sont en confiance et parce qu'on leur a donné cette chance de pouvoir apaiser leur colère, de pouvoir apaiser leurs angoisses et d'ouvrir un espace où les apprentissages sont possibles. Je pense qu'une autre clé est de leur dire assez rapidement, de leur proposer assez rapidement de raconter à leur tour. Et donc de leur donner cette occasion de devenir à leur tour une personne qui est porteuse d'une parole et qui va pouvoir faire autant de bien aux autres que eux, ils ont reçu de bien-être. À travers ce passage de parole, finalement, il y a une mémorisation qui se met en place, et c'est une mémorisation qui part des images. Donc on voit des enfants qui n'arrivent pas à prendre une leçon, qui n'arrivent pas à prendre une récitation, et qui par contre vont d'une semaine sur l'autre se rappeler parfaitement de tous les détails d'un conte, et être capables de les redire à leur tour. Et ça leur donne ça les rassure sur eux-mêmes. Ça leur donne de l'assurance, ça les rassure, ça les valorise.
Et ils peuvent apparaître déjà pour eux-mêmes, mais aussi aux yeux du groupe, aux yeux de la classe, comme quelqu'un de très différent. Et sortir éventuellement, mais vraiment pour certains ça se passe comme ça, du rôle de... C'est pas l'âne de la classe, mais c'est celui qui sait pas, celui qui arrive pas, celui qui trouve jamais, celui qui sait jamais ses leçons. Tout à coup, lui, il est capable de prendre la parole et de dire une histoire comme ça qu'il a entendue qu'une fois. Et ça change fondamentalement et la vision qu'il a de lui et la vision que le reste du groupe, que la classe a de lui. Et à partir du moment où l'adolescent se met à raconter à son tour, il est obligé de rentrer dans une double structuration, la structuration de la pensée et la structuration du langage. Parce que si sa pensée n'est pas structurée, son histoire ne va pas être structurée et elle va s'en aller n'importe où et il va perdre son fil. Et si sa parole, elle, n'est pas structurée, il va avoir un discours qui va être incompréhensible, que les autres ne vont pas suivre, ne vont pas être écoutés. Donc il va être obligé de réfléchir à nouveau à comment dire les choses et à structurer son langage pour pouvoir être entendu et pour pouvoir faire cette transmission qu'il a envie de faire. Et peut-être ce qui se passe, c'est que quand on amène un problème de mathématiques à un élève, à un jeune, il peut se passer, s'il connaît un blocage, c'est que le cerveau dit « non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je comprends pas, non, j'irai pas », et puis ça passe pas. Mais que quand on amène une histoire, tout doucement, c'est l'histoire de deux hommes qui vont se promener et qui vont faire un pique-nique, tout va bien, le cerveau ne réagit pas. Et puis, peu à peu, quand le problème arrive, c'est un problème de partage, c'est un problème de justice, et donc l'élève peut se dire « mais là, oui, moi j'adhère à l'histoire, moi je veux savoir ce partage, parce que il faut que ce soit juste, et moi ça me touche cette histoire de justice. Donc, je veux connaître la solution juste. » Et là, on a tout gagné, parce que là, il est partie prenante, et là, la solution juste, il veut la trouver, il veut la comprendre, il veut pouvoir l'appliquer. Il veut pouvoir l'appliquer, et la solution et le raisonnement qui va avec à une autre situation de la vie. Et là, le blocage, eh ben, on l'a juste contourné, et l'élève, l'écoutant, peut rentrer dans la résolution du problème. Et une fois qu'il l'a fait une fois, il sait qu'il peut le refaire. Il y a une partie du blocage qui s'est levée, il peut prendre confiance en lui. Et il peut se lancer, tout en étant dans un espace sécurisé, dans cette aventure, parce que c'est pas autre chose qu'une aventure, qui consiste à résoudre un problème. Par exemple, j'ai posé à mes élèves l'énigme qu'on attribue maintenant à Werber, bien qu'elle ait sûrement d'autres sources. Comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Pour faire ce travail-là, j'ai donc posé 6 crayons, 6 stylos au sol, et je les ai laissés chercher. Comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Mais non, non. Mais non, je fais comme ça. Ouais, moi je sais qu'il peut faire ça. Non, mais non, j'ai rien dit comme ça. Ah, mais je l'ai grandi, on a grandi. Mais non, mais ce serait bien de faire ça comme ça. Comme ça. Ouais, voilà. Non, faudrait faire c'est ce que je voulais faire. Ça. Et comme faire 4 triangles. Ah, 4 triangles. 4 triangles. Ça écrit dans un truc là. Mais ça a duré, non, ça fait que 2. Ah non, ça fait mais si tu mets l'autre. Ouais, tu mets celui-là par-dessus. Tu fais une croix. T'en as 4. Voilà. Oui, mais il en manque un. Ah non. Bah oui, il y a 4 carrés. Bah ça y Il y a est. 4 triangles. On a fait un triangle. 4 triangles. Alors c'est bien, C'est pas ça. c'est bien, mais ils ne sont pas équilatéraux. Oh. Parce que ceux qui sont au milieu, ils ont des angles droits. Attends. Ah ouais, ben non. Non, c'est pas bien. Et on voit très bien sur la vidéo les élèves chercher ensemble, alors qu'il s'agit d'une classe où les élèves ne s'entendaient pas entre eux, où ils étaient tout le temps en train de se disputer. Là, ils sont soudés, ils cherchent ensemble, et chaque expérience de l'un, chaque avancée de l'un, chaque hypothèse de l'un va aider les autres à faire leur construction mentale et à avancer dans la résolution du problème. Et à la fin, je les ai juste un tout petit peu aidés en leur disant qu'il suffit de changer le regard, de voir les choses
différemment, de les voir d'une autre façon. Et là, ils les ont trouvés, on les voit bien tous ensemble, qui construisent vraiment matériellement la petite pyramide qui est en fait la résolution du problème. Alors, je vous donne un indice. Archidine. Il faut changer le regard. Il faut changer la façon de regarder, de se représenter le problème. Ah, faut faire en 3D. Vas-y, Samy. Ah oui. C'est intéressant. Ah oui, quand tu fais comme ça. Ah oui, mais j'ai pas assez de crayon. C'est pas mal, mais pourquoi t'es parti d'un carré? Vas-y, parce que c'est pour faire la main. Et en plus, on a Ah oui, mais tu veux partir d'un triangle directement après. Ah oui, comme ça. Ouais, mais vas-y. Comme ça. Il y en a bien 4. Être un conteur, c'est, je crois, être d'abord porteur d'histoire. C'est d'abord recevoir une histoire en plein cœur. Et puis la laisser agir, nous transformer et nous changer. Et puis après, c'est monter sur les ailes du désir et se dire, mais si cette histoire-là, elle m'a fait ça à moi, qu'est-ce qu'elle peut faire à d'autres? Comment elle peut les changer? Comment est-ce qu'elle peut les aider? Et du coup, c'est se sentir tenu, oui, c'est presque une obligation de la transmettre, de la partager et de la laisser continuer son chemin. J'ai commencé par proposer dans l'établissement où je travaillais cette année un projet autour de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé, ce sont des heures où les élèves sont redistribués par groupe de besoins plutôt qu'en classe entière et où l'objectif est de travailler autrement. Donc j'ai proposé pendant 3 séances un travail autour du conte oral et sur la mémorisation à travers les images. En fait, je racontais une histoire qui était plus généralement un conte merveilleux et de préférence un conte merveilleux assez long, éventuellement avec des rebondissements dans un premier temps, et puis là les élèves écoutaient, et dans la même heure je leur proposais de faire une carte mentale de ce conte. Donc une fois que j'avais raconté l'histoire, c'était eux qui me redonnaient tous les termes, tous les épisodes, tous les personnages de l'histoire. Cette carte mentale, je la dessinais au tableau avec un ordre un peu spécifique, en faisant apparaître en premier les lieux, en deuxième les personnages, et puis en troisième les déplacements. Bref, toute l'histoire revient et elle est quelque part dessinée. Et cette première carte mentale, elle devait rester exposée au mur d'une salle de classe ou au mur du centre de documentation de la bibliothèque du collège, de façon à ce que les élèves, toute la semaine, puissent la voir, la regarder, se la rappeler. Et la semaine suivante, en s'aidant éventuellement de cette carte mentale, c'est eux qui racontent l'histoire. Et là, ils constatent que juste avec quelques dessins qui sont vraiment des dessins rudimentaires, eh bien, ils sont tout à fait capables de se rappeler tous les épisodes de l'histoire. Et en se mettant à plusieurs, vraiment tout revient, y compris les détails. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que je raconte un deuxième conte merveilleux tout aussi long que le premier et que c'est eux tout seuls qui font tout le travail, qui font chacun individuellement leur carte mentale tout de suite et qui, la semaine d'après, à nouveau, racontent l'histoire. Et à nouveau, on se rend compte qu'il y a des cartes mentales qui sont très riches, de toute beauté vraiment, qui sortent, où ils s'impliquent dedans et que l'histoire est là, elle revient. Et puis l'étape d'après, c'est de leur dire, ben voilà, maintenant vous avez un outil pour apprendre, vous avez un outil pour retenir. Donc cet outil, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour apprendre votre cours d'histoire, de géographie, de maths, de physique ou de n'importe quoi d'autre. Je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, je suis née en Algérie et c'était en 62 et donc j'ai quitté l'Algérie, j'avais 6 mois. Et donc c'est un pays que je ne connais pas autrement que par le rêve ou par le fantasme. C'est-à-dire que j'entendais toujours parler mes parents de là-bas. Quand on était là-bas, c'était comme ça. Là-bas, c'était comme ça. Oui, là-bas. Mais ce là-bas était quelque chose d'à la fois merveilleux
Et en même temps, je me demandais s'il existait vraiment, puisque c'était quand, c'était comment, et pourquoi on ne pouvait pas y aller. Enfin, c'était vraiment quelque chose de mystérieux. Mais en même temps, c'est là-bas que j'ai toujours cherché, et sur lequel je me suis imaginé plein de choses, et plein de choses qui étaient complètement dans l'imaginaire, et presque dans le fantasme nourri aussi par les récits de mes parents, pour qui... là-bas, tout était plus beau, plus riche, plus goûteux, plus merveilleux. Et c'est vrai que quand je me suis intéressée aux contes, j'ai cherché finalement les contes et les récits de ceux là-bas qui faisaient partie de mon imaginaire, de ma recherche et qui m'animaient. Et donc, est-ce que c'était pour ça? Mais en tout cas, les récits des Mille et une nuits avaient une force exceptionnelle pour moi, parce que quand j'en entendais un, quand j'en lisais un, je le retenais pratiquement tout de suite. Il m'allait droit au cœur. Donc il y avait cette part de rêve, de recherche de racines. C'était un moyen de me relier à ce pays imaginaire et de me relier tout le temps à mes parents. Après, les Mille et une nuits, c'était aussi... le recueil en lui-même des Mille et une nuits, c'était, même si le livre était bien réel devant moi, c'était quelque chose de presque fantasmagorique, parce que c'était un peu comme la Bible. Comment commencer, par où y rentrer, que comprendre, comment on faisait avec ces histoires qui étaient sans cesse à tiroir, et comment s'y retrouver là-dedans. Et donc j'avais besoin d'être aidée pour ça, j'avais besoin d'être guidée. Donc j'ai eu deux personnes qui m'ont guidée. La première a été historiquement, chronologiquement, c'est Jean Porchereau qui racontait beaucoup d'histoires des Mille et une nuits. Et puis la deuxième, c'était toi, Pascal, avec le stage que j'ai suivi avec toi, et puis aussi par toutes les histoires de Mille et une nuits qui font partie de ton répertoire et qui me touchaient beaucoup. Ma première rencontre avec le conte s'est opérée auprès de Jean Porchereau. Et cette rencontre est peut-être une histoire à elle toute seule, puisque j'ai rencontré Jean Porchereau, j'avais 15 ans, et j'étais en classe de 3e, et c'était alors mon prof de français, et avec lui je faisais du théâtre. Et je crois que j'ai souvent qualifié cet homme d'éveilleur, c'est-à-dire qu'il a ce pouvoir d'éveiller la petite flamme dans le cœur des gens. Je l'ai retrouvé 10 ans après que j'ai fait des études et que je sois moi-même devenue professeure de mathématiques, parce qu'à ce moment-là, il était devenu conteur et il intervenait en tant que conteur dans le collège où moi j'enseignais. Et après, je me suis formée à ses côtés et j'ai vu comment il travaillait avec les élèves, et j'ai vu en direct et aussi pour l'expérimenter moi-même, le travail du conte sur les adolescents. Et comment ça a changé l'écoute, ça a changé le positionnement des adolescents, et ça a changé aussi le positionnement de l'enseignant. Et comment ça leur permettait de s'exprimer, de dire des choses qu'ils avaient au fond d'eux et que peut-être ils n'avaient pas les moyens de dire les souffrances, de dire les angoisses, de dire la colère, de dire les peurs, de dire les pulsions, les passions aussi. Voilà, c'était un outil pour dire tout ça. Je me suis dit qu'à ce moment-là, qu'il m'était souvent arrivé de voir des élèves rester devant un problème qu'ils lisaient, et j'entendais les élèves me dire « je ne sais pas faire, je ne comprends pas ». Et quand je leur demandais « mais tu ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ou qu'est-ce que tu comprends ?» L'élève me répondait « je ne comprends pas ». Et en fait, je me rendais compte qu'il arrivait à lire le texte, mais que derrière le texte, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien qui se passait. Il y avait un texte, il y avait des nombres, et il ne savait pas quoi faire avec ces nombres, parce que pour lui, le texte ne voulait rien dire, n'avait pas de sens. En tout cas, il pouvait le raccrocher à rien de réel. Et qu'à ce moment-là, c'était effectivement la structure logique, les relations de cause à effet dans le récit, dans ce qu'il lisait, qui lui manquait. Et le fait de parler un problème à l'oral, de le raconter quelque part, va permettre de zapper cette difficulté
Et tout de suite, le jeune a une représentation de ce qui se passe. Et quand on lui raconte les choses comme ça, tout de suite, il trouve la solution. Donc quand j'ai voulu commencer mon projet de maths et comptes plus spécifiquement, en fait, les élèves étaient déjà sensibilisés au conte. Ils savaient déjà ce que c'était qu'écouter une histoire, ce que c'était de prendre la parole pour la raconter, ce que ça impliquait. Et ils étaient déjà quand même assez partie prenante du projet. Donc je leur ai expliqué que par rapport à mon travail de recherche sur le conte et les mathématiques, je souhaitais faire une expérience et que je souhaitais la faire avec eux. Quand je leur ai parlé de ce projet, je crois qu'ils ont été très contents, peut-être parce que ça les valorisait, que voilà, c'était eux, ceux du collège dont on parlait toujours en mal, et pour une fois c'était eux qui allaient être mis en avant et qui allaient participer à une expérience. Et puis j'ai commencé le projet au mois de janvier. Donc j'ai réservé 1 heure, 1 heure et demie de cours par semaine à ça. Et dans le même temps, le professeur de français, elle aussi faisait sa séquence sur le conte pendant ses heures de la semaine, et j'allais assister à son cours à elle 1 heure par semaine. J'ai beaucoup travaillé au début sur d'abord les énigmes, les devinettes, parce que je crois que les énigmes et les devinettes d'abord entretiennent ou font apparaître un lien de jeu, de joute, de questions qu'on peut poser, de questions, de réponses, de trouver, de chercher, et de chercher sans être jugé, sans être noté. Et de la même façon que dans le conte, on voit que dans ce travail-là, c'est pas forcément les élèves qui ont les meilleures notes à l'écrit qui sont les plus performants, les plus percutants sur le travail sur les devinettes. Et le but du jeu était qu'ils trouvent la solution des devinettes et des énigmes, bien sûr, mais que surtout, ils les racontent à leur tour. Et donc, à travers ça, ils commencent à structurer leur langage et à voir ce qui, dans le langage, faisait que, effectivement, le problème avait un sens. Et puis, peu à peu, au fil des séances, j'ai amené davantage des contes merveilleux. Et à l'intérieur des contes merveilleux, dont j'en ai choisi surtout deux grands contes merveilleux, au moment où le héros devait passer une épreuve, j'ai remplacé l'épreuve par un problème de mathématiques ou une énigme. Et comme l'histoire, les élèves voulaient que l'histoire avance, parce qu'ils étaient eux dans l'histoire et ils étaient bien souvent dans la position du héros qui doit réussir son épreuve. Et au moment de résoudre donc l'énigme, puisque je proposais que c'était la jeune fille qui devait résoudre l'énigme posée par le prince, j'ai vraiment assisté à quelque chose de particulier où j'ai vu les élèves tout à coup se lever, se mettre à chercher à plusieurs, essayer des choses, réfléchir, et tout ça avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'enthousiasme. Cet enthousiasme que justement on a tendance à perdre dans les cours de mathématiques et où juste on a non, je sais pas faire, non, je veux pas y aller. Là, il y avait des barrières qui étaient tombées et donc ils osaient se mettre en chemin, ils osaient se tromper, et au-delà, ils écoutaient ce que les autres avaient à dire et ils prenaient en compte les réflexions ou les idées des uns des autres. Il n'y avait plus de jugement, il n'y avait plus de posture de harcèlement. Et je crois qu'à la fin, il y en a un qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup touchée. Il m'a dit, mais dans le temps de cours normal, on est chacun pour soi. Et là, on était tous ensemble.
pistes de réflexion sur... alors Gigi Bigot a aussi écrit un mémoire de recherche sur le... Il faut que tu coupes parce qu'il faut que je relise le titre de son mémoire.